2014, pour le commun des mortels, c'est une année comme une autre, et peut-être aussi un moyen de se rappeler qu'on était beaucoup plus jeune à cette époque. Mais pour d'autres, c'est une nouvelle saison de Formule 1 qui commençait. Une fois de plus, on allait retenir notre souffle au rythme des changements de pneus, des bruits de moteur et des dixièmes de seconde qui s'écoulent. Mais cette année-là, elle allait être différente, parce que la Formule 1 allait basculer dans une nouvelle ère. Adieu les V8 bruyants et les vibrations des tympans des fans de la première heure, place aux V6 turbo hybrides, des monstres de technologie qui devaient répondre aux nouvelles directives environnementales, quitte à décevoir les puristes. Mais pour les équipes, ça devait aller bien au-delà de ça. C'était un défi gigantesque, autant sur le plan technologique que logistique, car tout était remis en question. Mais pour certains, ce challenge allait devenir un cadeau presque divin. Là où les autres ils vont tâtonner, tester, se rater, il y a une écurie qui va se démarquer en étant probablement celle qui a le plus anticipé ces changements. Mercedes. Ils ont vu, bien avant tout le monde, que cette transition technique serait pas seulement un simple ajustement, c'est vraiment une révolution qu'ils ont préparée en coulisses depuis des années. Une avance stratégique, construite dans l'ombre, loin des regards, prête à surgir au moment voulu. Leur moteur, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie, une pièce maîtresse qui écrase toute concurrence. Et dès les premières courses, la supériorité de Mercedes, elle est évidente. Leurs voitures, elles sont non seulement rapides, mais inattaquables. C'est plus seulement une écurie, c'est une machine de guerre, un empire en pleine construction. Et c'est là tout le génie d'avoir cette avance, c'est que pendant que tes concurrents, ils essayent de te rattraper, toi, tu penses déjà à l'avenir. Et c'est pas un coup d'avance que t'as, c'est que tu joues simplement pas le même jeu qu'eux à ce moment-là. Et ça va se vérifier au fur et à mesure des courses. Les victoires, elles vont pas pouvoir être contestées. Mercedes impose sa loi. Ils dominent et sont hors de portée des autres équipes. Leurs rivaux, ils vont bien essayer de suivre, mais sans succès. Pour te donner une idée, en général, celui qui suivait Mercedes, la moyenne en 2014, c'était d'arriver plus de 20 secondes après eux. Donc t'en arrives au point de te dire que la seule victoire possible à ce moment-là, c'est soit d'espérer que les voitures elles aient un problème technique, ou sinon, tu vises la 3e place et c'est déjà pas mal. Et là, les saisons, elles avancent. 2014, 2015, 2016, etc. Chaque fois, ça devient une répétition de la précédente. Les Mercedes, elles s'élancent en tête et laissent derrière elles un sillage d'amertume. Parce que cette équipe-là, cette armada, elle laisse rien au hasard. Au point que même quand leurs deux pilotes deviennent les rivaux les plus célèbres du paddock, ils utilisent cette énergie de façon à rester encore plus compétitifs. Et ça c'est cool parce qu'au pire, on a les deux devant qui vont se tirer la bourre pendant les grands prix. Et c'est pas mal au final parce que ça évite de s'endormir devant la télé parce que tout est joué d'avance. Mais quand tu te retrouves à te battre contre un géant de cette ampleur, tout est bon pour essayer de faire vaciller leur fondation, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Les noms des pilotes, ils vont changer au fur et à mesure des années, les courses défilent, mais le résultat, il reste le même. Un monstre a pris contrôle de la Formule 1. Et ça va nous emmener jusqu'en 2020. Pour faire le rappel, à ce moment-là, Mercedes, c'est 6 championnats du monde constructeurs consécutifs. Et pour eux, et ça serait pas mal d'ajouter encore un nouveau titre au compteur, une fois de plus, pour inscrire leur nom dans l'histoire. Et je pense que tu dois t'en douter, personne ne savait à quel point cette année-là allait être différente des autres. Pas seulement dans la Formule 1, mais dans le monde entier. Je pense que tu t'en rappelles, une fameuse pandémie mondiale nous arrive sur la gueule. Les frontières se ferment, les circuits de F1, ces arènes-là, où le bruit et la foule font partie de l'essence même de ce sport, se retrouvent plongés dans une espèce de silence étrange. Et où les visages d'habitude si souriants et pleins d'énergie sont simplement cachés par des masques. Et donc pour la première fois, les gradins ils sont déserts. Les pilotes, les équipes, les fans, chacun ressent ce vide et essaye de trouver comme ils peuvent un moyen de vivre leur passion. Et c'est là où c'est fou. Les courses, elles vont se dérouler sans applaudissements et sans cette ferveur qui porte les champions et qui motive quand tout semble perdu. C'est une saison différente, une saison à huis clos où les géants, ils doivent se battre dans l'ombre. Mais malgré ce vide, malgré le chaos qui règne dans le monde à ce moment-là, Mercedes continue sa marche, imperturbable. Sur le circuit, ils vont rester solides. Pour eux, rien change en fait. Les records, ils tombent les uns après les autres, les podiums, ils s'enchaînent, et ceux qui courent à leur côté semblent plus impuissants que jamais. Mais avec tous ces événements, pour beaucoup, 2020 devait être l'année où quelqu'un finirait peut-être par briser enfin la dynastie, car en réalité, c'est ce qu'on espère toujours voir. On adore voir quelqu'un arriver au sommet, mais ça dure pas spécialement longtemps, parce que quand ça devient un petit peu trop long à notre goût, on attend qu'une chose, c'est que ce champion, on veut le voir tomber. Et ça, Red Bull, ils en rêvent. Ferrari, ils l'espèrent. Et même les petites équipes, ils vont se mettre à guetter la faille. Mais chaque course, c'est quand même un rappel brutal. Mercedes est au sommet et personne
ne semble capable de les déloger. Pourtant dans les coulisses, il y a un petit vent de changement qui commence à souffler. Et quand ça finit par arriver, on découvre une chose qui a un impact énorme au final. On se rend compte que c'est possible. Et à ce moment-là, on fissure la carapace. Car on a la preuve, avec ça, que même les dieux, un jour, peuvent saigner. Donc comme je te l'ai dit, notre histoire, elle prend place en 2020. Et les chiffres, en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Au bout de 15 courses, Mercedes, c'est 13 victoires et 5 doubles podiums. Et pourtant, un événement allait faire changer toute l'énergie de l'écurie. Décembre 2020 à Sakhir. Au cœur du désert de Bahreïn, ce circuit, c'est devenu un classique de la Formule 1. Un tracé où chaque virage, c'est un test de précision, où la chaleur et le sable mettent les pilotes à rude épreuve. Mais cette année, Sakhir a décidé d'offrir une chose de totalement inédit. Cette fois, en fait, ce ne sera pas le tracé habituel, mais un tracé extérieur qui va accueillir la course. Un circuit plus court, plus rapide, où les temps autour ils sont réduits à moins de 55 secondes. On se retrouve donc avec une espèce de course sprint en plein cœur du désert. Ce choix de tracé, c'est une décision qui reflète l'esprit de la saison. La pandémie, elle a bouleversé le calendrier en annulant certaines courses, poussant la Formule 1 à innover, expérimenter, pour essayer de maintenir l'intérêt des spectateurs et surtout pour essayer de surprendre les équipes. Ce qui amène du coup Sakhir à se transformer pour l'occasion. Ce tracé il est spécial parce qu'il impose un défi particulier. Avec ses longues lignes droites et ses rares virages techniques, il nivelle les différences de performance entre les voitures. Les petites écuries, habituellement en retrait, elles peuvent espérer se rapprocher des leaders. Tandis que les équipes de pointe comme Mercedes doivent redoubler de vigilance et surtout ne pas faire preuve d'excès de confiance. Et donc c'est nécessaire de faire un petit point sur la situation. On arrive au week-end de course et du côté de Mercedes, il y a quand même un gros problème de taille. Lewis Hamilton, il est testé positif au Covid. Résultat, il est out et confiné à l'hôtel. Et Mercedes, ils sont quand même bien obligés d'improviser. Et c'est là qu'un certain George Russell, jeune prodige de l'académie, mais surtout champion de F2, va être appelé à la rescousse. Bon, je sais pas si tu arrives à imaginer la pression sur ses épaules. Il doit non seulement remplacer la star de l'écurie, mais aussi prouver qui mérite un baquet dans cette discipline. Et bon, optionnellement, s'il pouvait ne pas bousiller la caisse et la rentrer intacte au garage, ce serait pas mal, je pense. Ensuite, chez Red Bull, ça bouillonne aussi. Verstappen, il est là, le jeune prodige qui a la rage pour remplacer le calife à la place du calife, mais là aussi, il y a un petit problème. L'équipe cherche un deuxième pilote capable de l'épauler parce que Albon, le coéquipier actuel de Verstappen qui a remplacé Gasly l'année d'avant pour cause de performance pas ouf, en fait il est sur la sellette pour la même raison. Mais comme tu le sais peut-être avec ton expérience dans la vie, en général, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est là qu'on découvre un certain Sergio Pérez qui observe tout ça avec calme et peut-être un petit peu de frustration. Pourquoi ? Parce qu'il vient juste d'apprendre que son écurie actuelle, Racing Point, elle a décidé de pas le garder, malgré ses performances qui sont plutôt honorables. Pourquoi ? Sa place elle vient d'être prise pour la saison prochaine par un certain Sebastian Vettel. Mais c'est pas fini pour lui parce qu'il sait qu'il pourrait y avoir une place qui l'attend chez Red Bull. Alors ce qu'il peut faire de mieux c'est de jouer le jeu de l'attente. Il a encore rien signé et il espère juste recevoir cet appel qui pourrait tout changer. Et pour te dire, il était tellement déter qu'il a annoncé que si Red Bull ne l'appelait pas, il prendrait probablement une année sabbatique. Il va à fond. Mais bon, on n'en est pas encore là. D'abord, on s'occupe de la course. Enfin non, on va s'occuper des qualifs, c'est déjà pas mal. Donc comme on l'a vu plus tôt, sur un tracé aussi rapide et compact, chaque millième de seconde compte. Mercedes, sans surprise, domine la grille. George Russell, le remplaçant d'Hamilton, montre déjà qu'il est là, puisqu'il décroche la deuxième place, juste aux côtés de Bottas. Bon, je veux pas minimiser, mais c'est là où quand même on se rend compte que, clairement, la voiture, c'est un autre monde par rapport aux copains. Hein. Mais derrière, t'as Verstappen qui a l'affût. Pas de surprise ici non plus. Max, à sa troisième place, il la mérite. C'est son style, son agressivité naturelle sur la piste qui, d'ailleurs, en fait rager tellement au quotidien, mais qui le pousse vers le sommet de la Formule 1. Et sur un circuit aussi rapide, c'est clairement un avantage, hein, on va pas se mentir. Mais c'est derrière que ça devient un petit peu plus intéressant. En 5e position, on retrouve Sergio Pérez et donc sa Racing Point. Au final, c'est pas un mauvais résultat, c'est pas un exploit non plus, mais c'est une position solide pour un pilote dans une écurie qui est dans le milieu de grille, tu vois. En somme, Mercedes part en tête, Red Bull derrière, on a Leclerc chez Ferrari et Pérez qui est prêt à jouer all-in sur la course. Tout le monde est là pour une course qui s'annonce intense. C'est le moment du départ. On peut clairement sentir une espèce de tension palpable, une explosion d'adrénaline dans la nuit du désert. Les feux s'éteignent et c'est parti. Pérez s'élance donc depuis la 5e position. Mais en quelques secondes, il va lui arriver le pire truc. Leclerc tente une manœuvre agressive, ce qui déclenche un chaos instantané. Verstappen, pris dans l'accident,
termine sa course dans les barrières. Pour la Red Bull, c'est la fin du game. Chez Ferrari, même sanction. Mais Pérez se retrouve malgré lui pris dans l'accident. Sa voiture elle dérape, il sort de la piste et en une fraction de seconde, il se retrouve en fond de grille. Mais là, il a quand même un petit peu de chance dans son malheur parce que contrairement aux deux autres, sa voiture, elle est toujours fonctionnelle. C'est un coup dur pour le pilote mexicain et c'est le genre de coup qui pourrait clairement marquer la fin de ta course. Mais à sa place, il va simplement devoir faire un petit tour dans les stands. Parce que c'est vrai que si tu t'intéresses un petit peu au sport auto, on te dit souvent une course elle se gagne pas au premier virage, mais elle peut souvent se perdre. Verstappen et Leclerc te diront pas le contraire sur ce coup-là. Donc faut y aller. La course elle fait commencer et il y a sûrement encore moyen de faire quelque chose. Faut te dire que Racing Point, ils savent jouer de manière astucieuse et donc ils décident de basculer Pérez sur une stratégie alternative. Ils font un pari parce que au final dans cette situation il y a que ça à faire. Au moins t'as tenté un truc quoi. Il va s'agir de tirer profit des pneus, de capitaliser sur chaque arrêt et en gros de faire une vraie course dans la course. Et donc ça commence. Tour après tour, Pérez, il prend son temps, il reste patient. Il dépasse, il gagne du terrain sans brûler les étapes. Chaque voiture doublée. Chaque seconde gagnée, ça va le rapprocher de son objectif qui est au moins de rentrer dans les points. Il sait que ça va pas être facile et que si le destin pouvait lui donner un petit coup de main, ce serait pas mal. Mais il est déterminé et c'est le principal dans cette affaire. Bon par contre, on retourne un petit peu dans la tête de la course et Mercedes, eux, ils changent rien à leur routine. Russell et Bottas, ils s'envolent. Et c'est là que le chaos s'installe un petit peu et que l'imprévu va devenir la règle dans ce Grand Prix qui allait devenir totalement fou. D'abord, il va y avoir cette première alerte chez Mercedes. Bottas, il semble éprouver quelques petites difficultés à tenir le rythme. Et Sainz va même arriver à le doubler. Bon, frayeur de courte durée parce qu'il a de la chance à ce moment-là. Sainz fait une erreur juste derrière et il va repasser devant. Mais c'était clairement chaud. On retourne du côté de Pérez, qui est toujours bien loin de la tête. Il commence sa remontée en prenant le lead sur Räikkönen. Il va se retrouver ensuite 14e en ayant doublé Fittipaldi, Aitken et Giovinazzi. Un tour plus tard, c'est Magnussen qui va pas réussir à tenir son rythme. Je pense que c'est nécessaire de faire un petit bilan. À cause de la safety car du premier tour, qui est un moment où la course elle est au point mort, au ralenti, le temps de nettoyer le circuit. Pérez, il est 18e. La safety car, elle va prendre fin seulement au 7e tour. Et dans tout ce bazar, en 3 tours, Pérez, il est déjà remonté en 13e position. Aux alentours du 20e tour, la course elle commence à se stabiliser, les stratégies elles se mettent en place, etc. Les deux Mercedes sont en tête, même si Bottas il est un petit peu dans le dur. Ensuite il y a Sainz, Ricciardo. Pérez à ce moment-là il est à 14 secondes et demie de retard. Et dans la course, Albon va dépasser Norris, mais suivi également de Pérez qui va le surprendre, ce qui veut dire encore une place de gagné. Il faut que tu saches qu'en Formule 1, au-delà de la course, il y a aussi un énorme jeu de stratégie qui se met en place. C'est celui des pit stops, donc des changements de pneus. C'est essentiel de pouvoir maîtriser ces moments parce que si tu calcules moyen, tu fais comme Ricciardo qui perd sa place contre Kvyat à cause d'un arrêt mal exécuté. Et c'est des secondes précieuses qui s'envolent bêtement. Donc dans cette période, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il faut avoir le mindset assez calme parce que tu peux te retrouver en milieu de grille, dans le trafic, etc. Mais les autres, ils sont pas arrêtés au même moment que toi. Donc même si t'es pas premier, tu l'es virtuellement le temps que tout le monde passe au stand. Et donc on va se retrouver avec des écuries qui font le pari de ne changer qu'une seule fois leur gomme dans le Grand Prix. Donc ça nécessite un truc important, c'est de savoir les préserver et de pas faire le teubé juste pour exploser les temps autour. Tu vois où je veux en venir. Les Mercedes vont donc faire ce choix de faire qu'un arrêt et de passer en pneus durs pour finir la course. C'est d'abord Russell qui roule 3 secondes devant son coéquipier qui va box au 46e tour et il sera suivi au 50e par Bottas. Pérez, lui, qui a déjà bien tapé dans ses pneus pour remonter, s'arrêtera lui au 48e. Du côté de Mercedes, ils font monter le rythme, mais les trajectoires risquées, du coup elles sont plus présentes en prenant les vibreurs de plus en plus fort. Les pilotes vont d'ailleurs se faire rappeler à l'ordre parce que tu peux facilement endommager ta voiture. Mais quand t'es premier, c'est peut-être pas forcément le truc le plus intelligent que tu puisses faire. Au 55e tour, on a notre fameux Latifi national. Je pense que je ferai une vidéo un jour sur celui-là parce que des trucs à dire quand même, qui a mis sa voiture dehors. La routine. Et donc comme pendant ces moments-là, la course elle est pas au rythme avec la safety car, les arrêts au stand ils coûtent moins cher. C'est logique vu qu'on roule moins vite. Sainz et Ricciardo vont donc en profiter pour changer leurs pneus et passer sur de la gomme neuve et donc plus rapide. Mais le destin des fois c'est quand même une grosse bitch parce que pas de chance, le drapeau vert il est agité au moment où ils sont au stand. Donc leurs arrêts en fait il est fait dégringoler dans le classement vu que la vitesse de course elle revient à la normale. Je pense que ça a sûrement dû râler à la radio. Pérez va profiter de tout ça pour doubler Ocon et donc passer en 3e position. Petit bilan rapide, Pérez 5e qui passe à la 18e et maintenant qui est en 3e position. Mais à ce moment-là, il est quand même à 30 secondes de Russell. Ça fait un sacré bout de chemin à rattraper. Donc en théorie, si tout se passe bien, ça devrait aller pour Russell. Mais je suis sûr que tu vois la douille arriver. On est au 61e tour et Aitken...
Voilà. Go au stand, il a de la chance, mais les débris qu'il a laissés, ça peut être super dangereux pour les autres, en entraînant par exemple des crevaisons ou même des suraccidents. Parce que quand tu roules à 300 km/h, clairement, faut pas lésiner sur ça. Et donc, pas le choix, safety car à nouveau. Et chez Mercedes, on a cette idée de génie de se dire que c'est le moment de faire une perf autant technique que stratégique, en faisant un double arrêt de ses pilotes et de finir avec des bonnes gommes pour assurer la victoire et taper des bons chronos. Est-ce que c'est une bonne idée? Sur le papier, peut-être. En vrai, pas du tout. Et là, il va se passer un truc qui est lunaire. Dans une confusion monumentale, les pneus, ils sont pas prêts. Enfin si, ils sont prêts, mais pas dans le bon ordre. Russell, il va se retrouver avec les pneus de Bottas. Ce qui entraîne forcément un bordel de ouf, et ils vont tous faire une erreur 404 là. Pour au final, foutre les médiums destinés à Russell sur Bottas. Mais pour ensuite changer d'avis et lui remettre ses pneus durs usés dont il voulait plus. Résultat, il vient de se taper à 27 secondes d'arrêt pour littéralement que dalle, vu qu'en plus il a toujours ses pneus pourris, mais que ses freins ils ont pris un coup de chaud à cause de l'arrêt, et il se retrouve 5ème. Bravo. Mais le plus important là-dedans, c'est que faut te rappeler qu'on est en Formule 1 et que tout ça c'est de l'ultra précision. Et si tu changes des réglages qui sont uniques pour chaque pilote et chaque voiture, c'est pas juste la course que tu peux gâcher, c'est la sécurité que tu peux mettre en péril. Donc Russell, il va devoir retourner au stand pour mettre ses gomme et éviter une disqualification. Et quand tu fais ça, bah tu te reprends les secondes d'arrêt. Donc il va descendre au classement. Et c'est maintenant lui qui détient la 5ème place, derrière Bottas. Niveau stratégie, on est bien. On est maintenant au 69e tour. Et qui est-ce qui est passé devant avec tout ça? Pérez, qui en gros se retrouve en position de capitaliser sur tout ce chaos. Sa stratégie, sa patience, peut-être qu'au bout du compte, ça va payer. Et donc encore une fois, il faut s'arrêter un petit peu pour voir la situation. Ok, pour les Mercedes, c'est chiant, mais ils ont plus de 15 tours pour rattraper le groupe de tête. Et franchement, vu leur perf, ça devrait aller. Mais c'est là où ça devient un petit peu plus challengeant. Rappelle-toi, Bottas, il a toujours ses pneus qui sont fatigués. Et en plus, c'est des durs. Donc niveau performance, c'est de la merde que ça en peut plus. Et donc Russell, il va rapidement inverser les positions. Et clairement, pour Bottas, le double podium, c'est même plus une option. Vient ensuite le tour de Stroll au 72e tour, et un tour plus tard, on se retrouve au classement avec Pérez, Russell, n'oublie pas d'ailleurs que c'est toujours le pilote remplacement de Lewis à ce moment-là, et Ocon en 3e place. Bottas, donc comme je te l'ai dit de ton côté, il n'a pas le choix, il doit céder du terrain vu qu'il est clairement plus sur la même course que les autres. Et donc la course reprend son rythme, et Russell, il a bien l'intention de reprendre la première place. Sauf que, qu'est-ce qui pourrait bien arriver à ce moment-là, quand le destin, il n'a pas envie que tu gagnes? Eh bien Russell, il va simplement avoir une crevaison lente qui va l'obliger à faire un 4e arrêt au stand. On est donc bien loin de la stratégie de départ qui était de changer une seule fois ses gommes pendant la course. Et c'est ce qui va l'amener à la 14e place. Et le temps de faire tout ça, on est au 79e tour sur 81. Et c'est comme ça que Pérez va finir la course premier avec 10 secondes d'avance sur Ocon et avec plus de 20 secondes sur Stroll, son équipier. Je pense que les bookmakers ce jour-là, ils sont dû fissurer. En vrai, c'est un choc et c'est un coup dur pour Mercedes ce jour-là. Une équipe qui, depuis des années, semblait infaillible, intouchable. Mais c'est pas d'avoir perdu le podium qui a le plus d'impact, c'est que dans le même moment, entre les erreurs stupides, la mauvaise gestion, mais aussi la détermination d'un pilote d'une écurie qui normalement n'a aucune chance face à eux, clairement Mercedes à ce moment-là il venait d'être ébranlé quoi. Pour George Russell aussi, t'imagines la déception, il a frôlé l'exploit. Et ça revient à repenser à cette course avec plein d'amertume. Une victoire qui, au final, lui a été arrachée par le destin. Une première place qui lui échappe à cause des circonstances qui dépassent son contrôle. Et puis à côté de ça, on a Sergio Pérez, parti dernier. Il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Et cette victoire, elle change tout. Pour Pérez, c'est bien plus qu'un trophée et un podium. C'est une déclaration. Il est prêt pour un grand défi et surtout à rejoindre une équipe comme Red Bull pour se battre pour des victoires avec une voiture qui est compétitive. Et c'est le moment qui allait redéfinir toute sa carrière. Pour la Formule 1, c'est quand même un rappel que rien n'est jamais acquis et que même les plus grands, ils peuvent tomber. Sakir 2020 va rester dans les mémoires comme le jour où l'empire Mercedes a vacillé et où un homme, Sergio Pérez, a saisi l'opportunité de sa vie pour écrire l'histoire. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu, vous avez passé un bon moment à mes côtés. N'hésitez pas à donner de la force, abonnez-vous parce que j'en ai besoin pour faire évoluer la chaîne. Et puis j'espère que les autres formats vous plairont aussi. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.